Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de la liberté, de l'immobilier et des gros billets. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de liberté, mais aussi de façon annexe de gros billets et d'immobilier avec Ladislas, aka The Wandering Investor. Euh, Ladislas, il est expert en expatriation, donc j'ai trouvé que j'essaye d'avoir une sorte de ligne éditoriale pour ce podcast. Et là, à l'heure où j'enregistre, ça fait une semaine qu'il y a eu les résultats des élections européennes. Alors moi, je suis pas du tout là pour faire de la politique, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de mécontents, peu importe le résultat. Et donc, bah, parfois, c'est comme dans les couples, hein, parfois, au lieu d'essayer de changer l'autre, c'est peut-être mieux de se barrer. Donc, voilà, j'ai trouvé hyper intéressant de faire venir Ladislas. Alors, pour info, Ladislas, donc là, il va nous raconter son parcours, il va nous parler pas mal d'expatriation. On a fait un épisode de podcast privé sur la boîte à outils des investisseurs, donc vous avez le lien sur mon site, grosbillet.com, c'est notre podcast privé à Michel et moi. D'ailleurs, Michel fait aussi partie de cet épisode, parce que, bah, lui, il est aussi parti, moi, je suis parti. Je trouvais ça intéressant de faire l'épisode à 3. Et dans l'épisode de podcast privé, Ladislas, il nous donne 3 exemples de pays hors européens de comment obtenir la résidence permanente, parce que lui, il les a, ces 3 résidences permanentes, donc comment les obtenir. Donc il y a plusieurs façons, et souvent, bah, ça peut être soit en investissant de l'argent, soit en bloquant de l'argent quelque temps, soit en justifiant un certain niveau d'épargne ou de revenus, soit en ayant des enfants dans le pays. Enfin, il y a pas mal de cas qui peuvent s'appliquer. Et moi, j'avais regardé, il y avait quand même plusieurs cas que je pourrais éventuellement utiliser pour avoir cette résidence permanente dans un pays hors d'Europe. Et j'avoue que franchement, parfois, ça donne envie parce que bon, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, mais bon, quand même quoi. Parfois, c'est un peu dur, hein. Donc voilà. Enfin, je dis ça parce que hier, je suis en train de donc d'aménager un appartement et hier, j'ai eu le droit à un samedi après-midi, donc où les gens de la rat race se précipitent. Enfin voilà, ça a été une journée compliquée parce que j'ai peu de temps et du coup faire un peu face à ce monde super énervé, super stressé. Voilà, quand je suis en France, c'est épuisant, je trouve. Même s'il y a les gens que j'apprécie le plus au monde qui sont ici, et franchement, la France, c'est parfois très épuisant. Donc voilà, l'épisode avec Ladislas, on va l'attaquer très bientôt. Entre-temps, j'ai quelques petites infos à vous donner, news. La première, c'est j'avais fait un appel sur Telegram par rapport à la location moyenne durée. J'avais plusieurs invités qui en avaient fait, ça se passait plutôt bien. Moi, j'ai essayé donc avec les deux plateformes que selon moi qui sont les plus connues, c'est Morning Croissant et Studapart. Franchement, alors poster les annonces, ça a été hyper long, c'est hyper. Alors je comprends qu'ils veuillent que tu justifies, ils veulent pas d'arnaque et tout ça, parce qu'en fait, les gens ils payent upfront, je pense sans avoir vu l'appartement, ils payent déjà. Mais en tout cas, c'est hyper compliqué. Ça prend franchement facilement 1 heure de déposer une annonce. Parce qu'en plus, il y a des allers-retours, il y a des trucs bloquants. Après, ils doivent vous valider le dossier. Tout ça pour des résultats mauvais, en fait. Enfin, pour vous dire, en fait, c'est un appartement, donc je l'ai mis sur le bon coin. J'ai eu 54 demandes de visite et j'ai eu 2 ou 3 demandes. Alors, je l'avais mis plus cher, forcément, vu que c'est de la moyenne durée, le prix que j'annonce moi pour de la longue durée. Mais pas, enfin, c'était quoi, peut-être 30% plus cher. Et j'ai eu 2 ou 3 demandes sur Studapart, mais en fait, quand je disais OK, c'est bon, finalement, il se passait rien, les gens ils faisaient les morts. Et ça, j'avais eu des retours sur Telegram, des gens qui m'avaient dit ça aussi. Et sur Morning Croissant, je sais pas, franchement, c'était pas du tout fluide et j'ai eu aucune demande. Donc voilà, c'était quand même un appartement sur lequel il y a de la tension. Quand je le mets en location en août, j'ai vite 100 personnes intéressées. Donc je crois que c'était un bon exemple. Un bon test, c'est pas comme si je le mettais dans une zone pas tendue. Et malgré ça, ben franchement, là peut-être que maintenant avec Studapart, pas Studapart, comment ça s'appelle, Parcoursup qui a donné ses résultats, peut-être qu'il y aurait eu autre chose, mais en tout cas, moi, j'ai pas vu, c'est pas concluant. Alors il y en avait un sur Telegram qui m'avait indiqué que lui, il louait en moyenne durée via un barbier qui connaissait tout le monde. Donc ça peut être un plan. Moi, c'est une ville dans laquelle j'ai jamais habité, là, dans laquelle j'ai l'appartement, donc je connais pas beaucoup de monde. Et du coup, j'ai pas trop de contacts sur place par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, pour le coup là, ça a été un échec.
de cette moyenne durée. Enfin, c'est un échec, voilà, j'ai essayé et puis ça a pas marché, ben c'est pas grave, on loue en longue durée et puis là j'avais plusieurs personnes intéressées. Normalement, je fais rentrer quelqu'un ben cette semaine là au moment où vous écoutez l'épisode. Ensuite, je voulais vous dire ben un petit point que en fait j'ai acheté un autre appartement il y a à peu près un mois et là je suis en train de le meubler et moi j'aime bien, alors chacun son avis, mais moi j'aime bien acheter des meubles d'occasion. Franchement, je suis toujours, on paye vraiment pas cher et le gros avantage c'est que ça va super vite. Il y a pas besoin de les monter, il y a pas besoin de gérer les cartons. Je trouve ça vraiment utile et on a des meubles qui sont super beaux si on fait bien son choix. Par contre, ça prend un peu de temps sur le bon coin de booker. Surtout moi, en fait, en général, je loue une camionnette pour une journée et ça, c'était hier. Et du coup, ben, on vadrouille un peu aux quatre coins de la ville pour tout récupérer. Mais très souvent, on tombe sur des gens charmants, des gens, souvent des gens très aisés hein, qui vendent leurs meubles. Je suis toujours assez impressionné. Mais voilà, c'est peut-être comme ça qu'ils sont devenus aisés. Moi aussi, je vends toujours mes téléphones, tout ça. Je laisse pas traîner les choses qui ont un peu de valeur. Et même parfois, je vends des choses à 10 euros juste pour pas, pour plus que ça prenne de place chez moi, parce que j'essaye d'avoir le moins d'objets possible. Sachant que j'ai déjà beaucoup d'appartements, mais chez moi, il n'y a pas beaucoup d'objets. Et j'essaye de m'en débarrasser régulièrement, des choses dont je me sers pas, parce que je trouve que ça prend beaucoup de charge mentale d'avoir beaucoup d'objets, devoir ranger, tout ça. Donc j'évite. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? L'événement à Brumat. Donc j'ai eu plusieurs questions. Donc pour info, donc j'organise avec Manu. Donc c'est surtout Manu qui s'occupe de toute la logistique. C'est le gérant du Fun Park. C'est un plan d'eau. On peut faire du wakeboard, on peut faire plein de choses. Donc un après-midi immobilier. C'est le dimanche là quand vous allez écouter l'épisode. Ce sera le dimanche 23 juin. Je la fais super courte parce que tout le monde n'est pas dans le coin de Strasbourg. Mais pour ceux, on est déjà 30 inscrits. Les places sont limitées, hein, donc je pense qu'il y en a maximum 50, grand maximum. Donc ça commence à 13 heures. Moi, j'y serai à 13 heures. Je peux pas vous garantir combien de temps je vais rester. Ça peut durer jusqu'à la soirée, mais moi, j'y serai à 13 heures. Et vu que après, j'habite pas dans ce secteur. Ensuite, je partirai au bout d'un moment. Je sais pas du tout à quelle heure, mais en tout cas, ça commence à 13 heures. Donc l'heure de départ, c'est 13 heures. Ensuite, il y a donc voilà, ça coûte 30 euros. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez le lien sur Telegram, vous avez le lien sur Instagram. Donc n'hésitez pas. J'ai même envoyé un email, je pense. Voilà, ça commence à 13 heures et vous avez avec deux boissons et un bon pour un repas. Donc les repas, pour de la nourriture en fait. Voilà, on m'a posé souvent la question. Donc c'est notamment des tartes flambées, hein, vu qu'on est en Alsace, ou des pizzas, ou encore deux trois petits autres choses. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Donc ça commence à 13 heures. Vous pourrez manger ce sera pas donc c'est en fait sur une terrasse, donc vous pouvez manger comme ça un peu sur le pouce, mais ce sera pas un repas assis avec des nappes blanches et majordome. Donc voilà, ça fait trop plaisir en tout cas. J'ai trop hâte de vous voir tous. Donc 30 personnes, c'est quand même impressionnant, hein. Donc voilà, on va bien s'amuser. Donc à dimanche pour ceux qui seront de la partie. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et ensuite, je voulais vous dire le dernier point, c'était l'Académie des gros billets. Donc vous savez, il y a un peu plus d'une semaine, j'ai lancé l'Académie des gros billets. Donc ça vous permet d'avoir accès, c'est un abonnement mensuel à tarif de lancement à 39,99 €. Vous avez accès à toutes mes formations, à toutes les formations à venir. Donc là, ça fait quelques semaines que je suis sur une formation sur l'intelligence artificielle pour les investisseurs, mais pas seulement dans leurs investissements. Donc je pense qu'elle va sortir d'ici un peu moins d'un mois. Et je ferai le premier live, donc ce sera le mardi 25 juin à 20h30. Je vous enverrai le lien aux membres de l'académie. Et ce sera un live sur réduire au maximum la vacance locative, les techniques qu'on peut utiliser pour réduire au maximum la vacance locative, les techniques que j'utilise. Et puis ceux qui seront de la partie pourront partager. C'est le but, c'est tout le but de cette académie immobilier. Partager eux leurs astuces pour baisser au maximum la vacance locative. Donc live mardi 25 juin à 20h30. Et ceux qui sont membres, vous pouvez m'écrire les horaires un peu qui vous arrangent. Parce que moi, je pense 20h30, les personnes qui ont des enfants, c'est l'heure qui les arrange le plus. En pleine semaine, je pense, c'est aussi ce qui arrange le plus les gens. Je vais pas faire ça un vendredi soir ou un samedi soir. Parfois, on fait des lives le dimanche soir. Mais donc voilà, vous avez toutes les infos que je peux vous donner sur tous ces points. Donc si vous voulez nous rejoindre sur l'académie,
Grosbillet.com, le tarif de lancement, c'est pour les 50 premiers. Là, il y a eu déjà pas mal de gens qui m'ont rejoint, donc merci à tous pour votre confiance. Pour info, je vous le rappelle, dans l'académie, vous avez notamment, en fait, j'ai fait un peu le décompte de l'argent que j'ai j'ai pu gagner. Puis je vais le mettre sur la page de vente parce qu'il faut prouver, bien sûr, sur Internet, il y a plein de charlatans. Moi, si vous m'écoutez quand même depuis 170 épisodes, vous savez que pour l'instant, je suis plutôt transparent et honnête, même si forcément, je vais pas vous dévoiler toute ma vie. Mais voilà, en tout cas, donc vous avez accès à la formation, louer sa résidence principale pour générer des gros billets. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais encore ce week-end, là, j'ai pris 440 euros. Je savais pas si je serais chez moi ou non. Finalement, bah, j'étais en France. Du coup, hop, 440 euros. J'ai ouvert mardi, j'ai loué jeudi. Et donc ça me paye tout mon week-end. J'étais au resto, voilà, j'ai bougé. Puis ça me permet encore d'en mettre un peu de côté. Ça paye aussi la camionnette de location, même si j'espère la rentabiliser plutôt avec l'exploitation de l'appartement. Ensuite, négocier pour faire des gros billets. J'ai négocié des centaines de milliers d'euros sur les achats de mes appartements. Pour rappel, j'avais acheté 1 million d'euros d'immobilier juste l'année il y a 2 ans. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Plus bah, avec Michel, on a plein d'appartements. J'ai fait gagner des millions d'euros en négociant aux personnes qui nous suivent. Il y a la formation sur le podcast. J'ai rencontré plein de gens. Vous voyez, on fait un événement grâce au podcast. On sera plus que 30. C'est vraiment cool. Voilà. Donc, le podcast, ça m'a fait rencontrer des gens incroyables. J'aurais jamais rencontré, par exemple, Ladislas si j'avais pas ce podcast. Ensuite, vous avez accès à la bourse de la théorie au gros billet. C'est marrant parce que j'ai regardé les print screens. Donc, quand j'ai tourné cette vidéo, c'était début 2024. J'ai regardé les print screens de mes portefeuilles parce que je vous partage des bouts du portefeuille dans la formation, des extraits, tout ça. Donc moi, j'ai les print screens de tous mes portefeuilles. Et franchement, il y en a, par exemple, un de mes portefeuilles, j'avais à peu près 14 000 euros de plus-value. Maintenant, j'ai plus que 20 000 euros de plus-value. Au départ, j'avais mis 34 ou 35 000 euros sur ce portefeuille. Donc voilà, j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs courtiers, etc. Mais quand même, pour vous dire, voilà, le portefeuille, il a bien pris un bon 15-20% depuis le début de la formation. J'espère que ça va continuer, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, si vous m'avez rejoint au début, que vous avez fait comme moi, j'espère que vous avez les mêmes résultats parce que ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Surtout, j'ai pris en plus-value boursière largement le prix d'une voiture depuis le début de l'année. Donc ça fait plaisir. Et ensuite, vous avez accès aussi à le dossier bancaire. C'est comme ça, c'est avec ce dossier que j'ai levé notamment 1 million d'euros d'IMO en 2022, plus là j'ai racheté il y a un mois. Donc voilà, vous avez accès à tout ça et au bout du deuxième mois, vous pouvez prendre un call avec moi pour parler de vos projets immobiliers. Voilà, on attaque l'épisode avec Ladislas. Si vous voulez rejoindre l'académie, grosbillet.com. On se retrouve de l'autre côté avec Ladislas. Et bonjour, bonsoir à tous, selon le fuseau horaire sur lequel vous êtes à la sortie de l'épisode, parce que bien sûr, tout le monde écoute dès 5h30, heure d'Europe, quand ça sort le matin, chaque podcast, chaque mercredi. Et aujourd'hui, on est avec non pas une, mais deux personnes. Donc notre invité, Ladislas. Salut Ladislas, comment ça va? Très très bien. Et aujourd'hui, on est aussi avec Michel, je le présente plus. On a déjà fait un épisode sur son parcours, on a fait plusieurs épisodes ensemble. Voilà, on gère plusieurs business ensemble, plusieurs appartements. Et donc toi, Michel, tu es au Canada et aujourd'hui, on va parler. On a fait pas mal d'épisodes sur l'expatriation, mais là, ça va être carrément le monde et notre terrain de jeu, et plus particulièrement le monde hors Occident. Toi, je t'ai découvert via sur YouTube. Donc, tu as une chaîne. Écoute, si tu veux, je peux te laisser te présenter rapidement. Et j'aime bien, on va parler un petit peu de ta vie d'avant et beaucoup de ta vie de maintenant et de tout ce que tu as pu découvrir. Mais j'aime bien, donc le podcast s'appelle Bye Bye Patron. En général, les personnes investissent pour un peu changer de vie, améliorer leur vie, quitter le rêve qu'on leur avait vendu étant enfant. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote que tu as eu, peut-être un métier ingrat que tu as pu faire, ou voilà, ou peut-être dans ton milieu professionnel, je sais pas, un client dans ton premier job, un client qui a pu un peu t'exaspérer. Donc, je te laisse y aller. Ok, cool, cool, très bien. Donc j'ai fini mes études, mes undergraduate studies au Québec. Après, j'ai été faire mon master en Australie.
Et directement après, j'ai trouvé un boulot donc en Suisse avec Nestlé, donc directement dans leur QG. Et au bout de 3 mois, ils m'ont envoyé en expatriation en Afrique. Et donc j'ai passé 7 ans, donc j'ai passé la plupart de ma vingtaine en Afrique. Et donc mon dernier boulot sur place, c'était en charge du business du lait pour plusieurs pays ouest africains. Donc j'étais basé au Ghana. J'étais dans la direction de Nestlé Ghana et je m'occupais du lait, le Sierra Leone et le Liberia. Et Ok. donc, c'est à l'âge de 30 ans que j'ai donc quitté mon boulot pour commencer à faire des affaires tout seul. Et donc, quel était le trigger? Euh, je bossais à peu près 70 heures par semaine. Ok. C'était crevant. Et je Agréable. voyais les bonhommes qui étaient au-dessus de moi, etc. Et bon, très intelligents, très compétents, mais ils n'avaient pas de vie en fait. Hmm. Ils avaient vraiment aucune vie. Et bon, et j'avais beau bosser en permanence, je voyais que eux bossaient tout autant, voire plus. Et bon, à l'époque, j'avais pas de famille, mais j'étais tout seul et je me demandais, mais comment est-ce qu'ils font pour pour bosser comme ça, comme des cinglés et avoir une femme, avoir des enfants et ne pas passer tout le week-end à dormir. Ouais, c'est Donc, ça. je me disais, je me vois pas passer 30 ans de plus comme ça, quoi. C'est 35 ans de plus comme Ok. ça, c'est pas possible. Je peux pas. Euh, donc, je me suis dit, à l'âge de 30 ans, bon, j'ai fait 7 ans de Nestlé, c'est bien, j'ai bien appris, j'ai fait des bonnes économies, j'avais fait quelques bons investissements aussi. Et je me suis dit, bon, je vais passer à quelque chose d'autre. Donc, au début, je me suis dit, je vais juste aller voyager pendant un an. Et après, je sais pas, chercher un boulot à Dubaï. Et après, quand je serai sur place, essayer de faire des affaires. Et en fait, j'ai été faire un gros road trip en voiture de Oman, du Sultanat d'Oman jusqu'à Paris. Donc on est passé par les Émirats Arabes Unis. On a mis la voiture sur le bateau jusqu'en Iran. On a traversé tout l'Iran. On est allé en Arménie, en Géorgie. On a traversé toute la Turquie, Grèce, Bulgarie, remonté sur l'Ukraine et après en France. Et donc, c'était la première fois que je me retrouvais dans une situation où j'avais du temps et de l'argent. C'est que souvent dans la vie, soit on a de On a ni l'argent, l'un ni donc l'autre, ça arrive. voilà, soit on a ni l'un ni l'autre, soit on a de la chance et on a de l'argent et pas de temps, comme c'était le cas pour moi avant, ou sinon on a beaucoup de temps et on n'a pas d'argent. Et donc là, j'avais du temps et d'argent et je me retrouvais dans une situation où je me promenais dans ces pays et je voyais des opportunités, je voyais des deals intéressants et j'avais de l'argent. Donc en fait, j'ai commencé à faire des deals peu à peu et voilà, je suis jamais retourné au travail en fait, à être C'était employé. quoi Donc comme j'ai fait type ça de pendant deal que plus tu faisais? Tu parles de deal immobilier, donc du flipping. immobilier, ok, du flipping. Voilà, donc j'achetais, je rénovais et après je revendais. J'ai commencé aussi à investir pas mal à la bourse, parce que j'avais le temps de faire ma recherche, etc. Alors que quand on bosse 70 heures par semaine, bah on a le temps de rien faire, quoi. Alors, on achète des ETF, mais si on essaie de faire du start picking quand on bosse 70 heures par semaine, ça risque de pas très bien se passer. Donc voilà, donc j'ai fait ça pendant un bout de temps et les gens, à l'époque, on utilisait encore Facebook, là, plus trop maintenant. Et mes amis, ils me voyaient dans tous ces pays un peu bizarres. Ils me disaient, Ladislas, je sais pas, T'es tu t'es dans perdu ou tous ces quoi? pays un peu bizarres et Ouais. voilà, et t'as pas l'air de bosser, qu'est-ce que tu fais? Et les gens avaient des questions, donc j'ai commencé un blog, donc en anglais, qui est plus ma langue maternelle que le français. Et en écrivant un peu, voilà, ce que je pensais, ce que je voyais, un peu une analyse des marchés immobiliers où j'investissais. C'était aussi un exercice intellectuel pour moi. Et peu à peu, les gens ont commencé à me contacter à travers mon blog, me demander, ouais, est-ce qu'ils peuvent me parler? Donc au début, je faisais ça un peu gratuitement. Après, il y avait un peu trop de monde. Je me suis dit, OK, bon, là, il faut que je commence à faire payer les gens. Et après, les choses se sont engrenées. Et maintenant, j'ai donc un assez gros website, The Wandering Investor, une chaîne YouTube aussi, The Wandering Investor. Et l'année dernière, je me suis dit, bon, il y a aussi un marché francophone, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations en français sur investir à l'étranger. Hmm. Donc, j'ai aussi maintenant une version francophone plus réduite, beaucoup plus réduite que mon site anglais.
mais aussi donc une version francophone. Moins de concurrence et beaucoup de douleur, hein. Tu sais, on dit souvent c'est la douleur, c'est le meilleur point. Enfin, régler une douleur, c'est le meilleur marketing que tu peux avoir. Et je pense qu'en France, la douleur, elle est bien présente, hein. Surtout quand on paye les taxes foncières vers vers le mois Aïe, aïe, aïe. d'octobre-novembre et qu'on doit déclarer Ouais. ses revenus comme là en mai. Ok, trop intéressant. Est-ce que tu peux... Alors, j'ai plein de questions. Euh, la première, c'est est-ce que en Afrique, enfin, est-ce que tu étais logé, tout ça, est-ce que tu as pu beaucoup épargner à ce moment-là? Je sais que souvent, tu sais, dans les villes les plus chères du monde, pour les expatriés, il y a des villes africaines parce que, ben, en fait, c'est un peu le monde, il est coupé en deux, notamment au Nigeria ou au Gabon. Je sais que les capitales elles sont super chères. Est-ce que toi, tu étais Ouais. logé? Enfin, c'est comme ça que tu as pu, du coup, épargner une grosse partie? Voilà, bah, c'est ça l'objectif, c'est quand on est jeune, c'est essayer d'épargner pour ensuite investir. Et donc, voilà, quand tu es sur un contrat suisse expatrié en Afrique, ouais, tu gagnes bien ta vie. Donc, Yes. tout est payé, assurance maladie, logement, voiture, essence, ton électricité, tout. Donc, en fait, je dépensais, en gros, j'avais juste besoin de l'argent pour la nourriture, l'alcool le week-end, et même mes billets d'avion pour rentrer en Europe étaient Ouais. remboursés. Donc, c'était vraiment juste de l'argent pour manger, boire et économiser, quoi. Ok, top, top. Mais ça fait déjà des grosses dépenses hein, pour certains. Et, et Je bois de ensuite, la bière, donc ça va. ça va, la bière. La bière, c'est la meilleure boisson. Ça a toujours plus ou moins le même goût. Et puis, c'est jamais des prix trop excessifs. Ok. Et donc, après, donc, t'es parti d'Oman. Combien de temps t'as mis du coup de Oman? T'es arrivé finalement jusqu'en Europe ou tu t'es arrêté Géorgie, Arménie, tout ça? Ouais, on a Enfin, fait. jusqu'en Europe de l'Ouest, J'ai je veux fait ça dire. avec mes parents, en fait. Ok, J'ai fait ça trop avec mes intéressant. parents, parce qu'ils bah, ils partaient à la retraite hein, à peu près en même temps. En même temps que toi. Donc on a fait ça. C'est bon, ça. Donc on a fait ça ensemble. Donc c'était vraiment agréable, c'est qu'on se voyait pas, on s'était pas vu pendant longtemps, quoi. C'est que bon, on se voyait chaque année, quoi, mais Mhm. voilà, j'habitais loin et donc c'était agréable. Et le voyage, je sais pas, 3, 4 mois à peu près. On pourrait le Ok, faire si on conduit tout le temps, on pourrait le faire en 2, 3 semaines, quoi. ok, top. Et c'est marrant, t'es passé en Iran. En fait, j'avais eu un invité sur le podcast, ça faisait 12 ans qu'il voyageait. Et il avait dit que l'Iran, c'était le pays qu'il avait préféré. Je sais pas si t'as un petit, les dépenses Les gens sont, de bière sont réduites, hein, forcément. Mais pour le reste, ouais. les gens sont d'une gentillesse vraiment incroyable. Et bon, je dis ça en étant quelqu'un qui a voyagé dans, je sais pas, plus d'une centaine de pays. Donc, le truc typique, ah, les Thaïs sont gentils, les Marocains sont gentils. Voilà, mais honnêtement, les Iraniens sont les gens les plus gentils que j'ai rencontrés dans tous mes voyages, au point où ça nous rendait mal à l'aise tellement ils étaient gentils et généreux. T'as un petit Ok. exemple à nous donner je sais pas, une anecdote sympa, parce que moi j'en ai Je sais pas, vécu quelques-unes, mais il en voulait tout le temps Asie. nous inviter, il voulait toujours les gens, ils avaient pas, ils étaient pauvres, ils voulaient toujours nous donner de la nourriture, on rentrait dans un magasin, ils voulaient pas qu'on paye, vraiment, vraiment gentil, quoi. Et voilà, et c'est pas facile, quoi. Ils ont pas une vie facile, il y avait plein d'inflation, etc. La vie est dure en Iran. Et pourtant, les gens étaient vraiment, vraiment très généreux. Ok, top. Et du coup, tu peux nous dire, peut-être pas toute la liste, mais un des pays dans lequel t'as investi. Est-ce que tu as investi que pour faire du flip, donc de l'achat-revente, ou est-ce que tu as investi aussi pour conserver et louer? Ça dépend. Donc, en fait, ça dépend de mon objectif. Et ça dépend aussi des opportunités que je vois. En fait, je suis pas marié à un style d'investissement. C'est pas, donc, la manière dont j'opère, c'est d'un point de vue macro, de manière générale, je me demande, OK, qu'est-ce qui se passe? Quels pays sont intéressants? Donc, je lis beaucoup. Je passe tout mon temps à lire. Et voilà, et je vois des développements macroéconomiques qui se passent dans un pays. Donc, par exemple, je peux te donner l'exemple de l'Ouzbékistan en 2019. Je voyais que le pays
venait de changer de président et le nouveau président commençait à vraiment à mettre de grosses réformes en place pour, en gros, réformer complètement une économie qui était encore complètement communiste, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, ça a l'air assez intéressant. Donc, j'ai pris un vol pour Tashkent. Il venait juste de libéraliser aussi les visas. Donc, avec un passeport européen, on n'avait plus besoin de visa, etc. On pouvait l'acheter à l'arrivée. Et le plan, c'était d'acheter un appartement en centre-ville. Parce que c'était pas très cher. Je me disais, bon, je vais acheter un appartement en centre-ville à Tashkent. Et voilà, y attendre, donc long terme. Et en fait, donc, je suis arrivé sur place. Et donc, je faisais mon analyse et je voyais, bon, l'Ouzbékistan, les Russes investissaient, les Chinois investissaient, les Turcs investissent aussi beaucoup parce que c'est un pays, la langue, c'est similaire au turc. Les Européens investissent, les Américains investissent, les Indiens investissent, les pays du Golfe investissent aussi parce que c'est un pays musulman. Donc, il y a tout cet investissement qui commençait vraiment à arriver. Et je regardais donc le marché de l'immobilier. Les lois étaient un peu grises en termes de est-ce qu'on peut vraiment, en tant qu'étranger, acheter de l'immobilier. À cette époque-là, donc depuis, ça a un peu changé, mais à cette époque-là, on pouvait pas vraiment acheter à son nom, à moins qu'on investisse au moins 400 000 dollars. On pouvait acheter en utilisant une entreprise locale, mais on n'avait pas le droit de le louer. Voilà. Mais bon, il y avait plein d'Israéliens qui étaient en train d'acheter avec des entreprises locales le louer. Voilà. Mais bon, il y avait un peu d'ambiguïté de ces genres de pays où on peut sans doute faire ce genre de choses, mais il faut pas trop le faire non plus. Et après, de temps en temps, il y a des gens, ils se font prendre comme exemple. Donc, il fallait faire un peu attention. Et j'ai regardé la bourse locale, parce que bon, quand je voyage, je regarde toujours un peu la bourse locale pour voir ce qu'il y a. Et je voyais des entreprises assez incroyables avec des taux de croissance de 70% par an, qui donnaient des dividendes de 20%, qui avaient aucune dette. Euh, avec des valuations à des P/E ratios de 2. Je me suis dit, OK, bon, ça a peut-être l'air un peu plus simple que l'immobilier. Donc, en fait, plutôt que d'acheter un appartement, bah, je suis rentré d'Ouzbékistan avec un compte de bourse en Titre Ouzbékistan ouzbek. en ayant acheté, Ok. voilà, en ayant acheté des compagnies de ciment, d'huile, euh, aussi des actions d'un commodities exchange, un exchange qui, oui, Matière oui, première. de matières premières, une entreprise qui fait des glaces, des carreaux, des trucs comme ça. Donc, juste vraiment des trucs un peu de base. Et voilà, ça a bien marché, quoi. Et tu les as Voilà, Quand donc encore? tu ça, vas c'est un peu de- comme ça que j'opère. J'en ai revendu à peu près 2 tiers. Voilà, donc j'ai pris un peu plus de la moitié, j'ai pris un peu plus que mes gains. Non, un peu plus que mon investissement initial et je laisse le reste courir. Donc, je fais plus de, je sais pas, fois deux et demi à peu près, fois deux et demi, fois trois. Ok. Et donc, Et- voilà, c'est la même chose un peu avec le Monténégro. Je suis allé au Monténégro. OK, je voyais un peu le potentiel pour croissance au Monténégro. Et je suis allé sur place et je me suis dit, OK, quelle est l'opportunité ici? Et donc, j'ai fait un peu des deux. J'ai fait du flip et j'ai fait aussi de l'achat où je tiens long terme. Comment tu obtiens les renseignements sur les lois dans certains pays? Tu disais que c'était un peu des zones grises où où tu n'étais pas forcément courant de tout. Tu te fais accompagner, tu vas Ouais, voir des bureaux d'avocats, c'est quoi un peu la ouais, technique s'il bonne y a d'autres gens question. qui veulent investir? Parler à beaucoup de gens. Donc, Mhm. déjà, il faut aller sur place, parler à des avocats, pas parler qu'à un seul avocat, parler à différents avocats, parler aux agents immobiliers sur place, parler aux expatriés, en gros, payer des bières à plein de gens. Et c'est que, en fait, quand on investit dans ces pays-là, il y a beaucoup d'ambiguïté. Donc, il y a ce qui est écrit dans la loi. Ok, donc c'est pas l'Allemagne. On n'investit pas en Allemagne, en Mhm. Suisse. Voilà, donc, il y a ce qui est écrit dans la loi. Et après, il y a ce qui se passe en réalité. Après, il y a aussi ce qu'il n'y a pas d'écrit et ce qui se passe en réalité. Donc, tu entends, il y a des impôts qui sont écrits dans la loi, mais qui, en fait, personne les paie du tout. Ok. Voilà, ils sauraient même pas quoi faire si tu leur disais, je veux payer cet impôt. C'est mieux ça que Donc, l'inverse, tu vois. voilà, vaut mieux ça que l'inverse, exactement. Après, il y a des ambiguïtés en termes de si on veut un permis de résidence, ils disent ça, mais en réalité, c'est pas comme ça, c'est comme si, comme. Donc, il y a de l'ambiguïté, donc
il faut, il faut accepter ça. Donc, personnellement, ayant passé presque 7 ans à bosser en Afrique, je comprends l'ambiguïté. En gros, c'était C'est mon boulot chaud. entier, c'était gérer l'ambiguïté, prendre des grosses décisions sans avoir toute l'information. C'était ça en permanence. Donc, en fait, quand je suis dans ces pays-là, j'arrive à naviguer, ça me cause pas trop de stress. Par contre, quand je me retrouve et on me dit, oui, Ladislas, il y a un deal en Allemagne, là, ça me rend nerveux parce qu'en fait, il y a toutes ces règles, il y a tout ça, faut tout suivre. J'ai plus l'impression d'avoir un edge, en fait. Ouais, intéressant. Et, Mhm. euh, et du coup, comment parce que forcément le risque, souvent on dit le risque-rendement, ils sont corrélés. Comment tu vas allouer parce que tu as tous les risques. Après, on les a aussi, faut dire aussi, on les a aussi en Occident, hein. Par exemple, bah, en France, on a quand même connu, par exemple, des gros changements de législation fiscale aussi pour toutes les normes écologiques et tout. Comment tu alloues tes fonds? Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça. Si j'investissais comme toi dans des pays que je connaissais moins ou en développement et tout ça, ce serait à la base de ma stratégie, ce serait de l'allocation des fonds. Je sais pas si c'est toi la question que tu te poses. Et je pense aussi parfois ça doit être un peu grisant. Tu as l'impression que tu as trouvé la pépite, tu vois. Comme il y en a en crypto, quand ils gagnent 1000 € en une journée, ils se disent bon, bah, vas-y, je vends la maison, j'hypothèque et puis je mets tout dessus. Ouais, comment tu gères bah, justement tes fonds entre les pays pour mitiger le risque? Bah, c'est une très bonne question. Je suis diversifié. J'investis dans plein de juridictions différentes, ce qui veut dire aussi qu'à n'importe quel moment, j'ai quelque chose qui pète, quoi. Comme ça, j'investis dans des pays où le risque est plus élevé. À n'importe quel moment dans mon portfolio, j'ai quelque chose qui pète. Mais je dors très bien la nuit, sachant que je suis diversifié et que le reste va bien, voire très bien. Mais bon, je vais te donner un exemple. Euh, C'était en 2000, je sais plus, en 2020, 21, je sais plus, le Bitcoin était monté jusqu'à, je sais plus, 63 000 et j'avais Mhm. revendu du Bitcoin à 57 000. Donc j'avais vraiment eu Presque le la top. TH, J'étais quoi. passé de, je sais Ouais. pas, voilà, j'étais passé de $800, j'avais acheté à 700, $800 en 2016, tenu jusqu'à 57, boum, j'ai le top. Voilà. Meilleur investissement. Après, qu'est-ce que j'ai investi? Je me suis dit, OK, je veux quelque chose d'à peu près safe, de ce qui était dans mon monde à peu près safe. Donc, j'ai acheté plein d'actions russes, vraiment pas chères, avec des bonnes balance sheets, qui payaient des bonnes dividendes. Et voilà, après, la 2000. guerre a commencé. Et maintenant, tout est frozen, quoi. Je vais sans doute toutes les perdre, quoi. Ouais, Donc, voilà, c'est des choses qui arrivent. ouais, comme quoi. Mais en Tout fait, à c'est fait. ça, c'est une bonne preuve de. Parce que tu vois, on peut se dire, bah, les actions tech, c'est volatile et tout, bah, vas-y, je vais aller sur. En fait, c'est une bonne preuve qu'on sait jamais. Tout simplement, t'as beau. On sait jamais. Et moi, j'adore ceux qui ont le journal de la veille. Enfin, tu vois, c'est pas le journal du lendemain, c'est le journal de la veille. Non, mais c'était sûr, si tu regardes le truc, c'était sûr qu'il fallait pas faire ça et tout. Mais c'est juste que tu fais jamais rien dans ta vie, donc tu te trompes Ouais. jamais. Ouais. Et, ok, et t'as investi sur. Gazprom à 20% de dividendes. Gazprom à Ouais, 20% de dividendes avec tout leur plan Mhm. d'expansion, c'était quand même intéressant, quoi. bah, c'est ça. Et puis tu te dis, aujourd'hui, on le voit bien que tout le monde a besoin de gaz. Sauf que, ouais, Mais après bon, les voilà. sanctions et tout. Ouais. Ok. Et question bête, parce qu'à un moment, Michel et moi, ça nous est arrivé, on n'avait plus de résidence principale, tous les deux. Toi, quand tu achètes, Ouais. est-ce que, tu vois, enfin, je pense que la base de la base, c'est qu'on te demande où tu habites. Est-ce que t'as un lieu, un point de chute quand même? Ou comment tu faisais Oui, pendant oui, ce bien temps? sûr. Ouais. Ok, Ah, oui, j'avais une résidence. Oui. J'avais une ok, résidence. ok. Et là, ta vie, elle ressemble à quoi en ce moment? Donc, j'ai vu sur ta chaîne YouTube, je pense que tu étais au moins dans une quarantaine de pays, tu as interviewé des personnes, enfin, tu as fait à peu près tout l'Asie du Sud-Est, toute l'Amérique du Sud. Euh, Là, ton rythme de vie ressemble à quoi en ce moment? Tu voyages toujours beaucoup. Ouais, je voyage beaucoup. Donc, je passe pas mal de temps en Amérique latine.
et pas mal de temps aussi dans les Balkans. Donc ça, c'est un peu et en Turquie. Donc Turquie, Balkans, Amérique latine sont mes bases principales. Et donc je voyage. Voilà, de temps en temps, je me pose pendant quelques semaines ou pendant 1 ou 2 mois. Et le reste du temps, je voyage. Et je voyage aussi beaucoup avec ma famille. Donc Ok, on fait ça ensemble. ok. Et ta famille, c'est tes parents ou t'as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Ok, ouais. Donc, et donc tu t'occupes de l'école. Parce que c'est une grosse question d'expatriation, je pense. Ouais, ça revient C'est, ça. On n'en est pas encore au stade école, mais non, ok, c'est vrai que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est qu'en fait, j'ai beaucoup de clients, donc pour partager un peu de insight. Donc, pour eux, ils cherchent à quitter l'Ouest, donc notamment beaucoup de clients canadiens qui cherchent à quitter le Canada parce qu'ils veulent pas que leurs enfants aillent dans les écoles au Canada. Parce que à cause voilà, de raisons un peu morales, de ce qu'ils apprennent, les trucs transgenres, tout ça. Donc beaucoup de gens sont pas d'accord avec ça et cherchent justement donc à quitter des pays de l'Ouest pour ne pas exposer leurs enfants à de l'éducation comme ça. Aussi, en France, un peu moins, parce qu'il y a encore des écoles un peu privées, tout ça, où c'est un peu différent. Mais bon, puisque le gouvernement a l'air de s'attaquer de plus en plus aux écoles hors contrat, etc., c'est aussi quelque chose que les gens commencent à être inquiets, quoi, et veulent justement quitter les pays de l'Ouest pour aller dans des endroits où les écoles sont un peu plus traditionnelles. Et ça vient de tout angle, hein, que ce soit des catholiques ou des musulmans qui habitent dans l'Ouest, ou des gens qui sont un peu plus hippies, un peu plus cool, qui veulent pas, je sais pas, qui veulent pas les vaccins, tout ça pour leurs enfants. Donc beaucoup de gens cherchent donc justement à quitter pour aller dans des pays où les écoles sont plus conservatrices ou, ou sinon où ils peuvent faire aussi du homeschooling, donc hmm, l'école à la maison. Mhm. Ça, beaucoup de Canadiens font du homeschooling. Les Français et les Européens, ils ont un peu plus du mal à rentrer là-dedans. Mais les Canadiens et les Américains, ils font ça beaucoup. Donc en Amérique latine, un peu partout. Là, je vais au Mexique. Voilà, il y a plein de Canadiens, plein d'Américains. Ils ont un peu créé des espèces de groupes de homeschooling et voilà, c'est un peu, voilà, ils apprennent un peu en free range. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment une grosse trend. Les gens qui quittent, parce qu'ils font plus ok, confiance à l'éducation ok. nationale, quoi. Si toi, Et tu devais te poser vas-y, aujourd'hui dans un pays, excuse-moi, vas-y. tu vois, parce que tu veux, tu te dis, bah tiens, on peut plus voyager, faut choisir un seul pays. Aujourd'hui, tu tirais où, tu vois? Tu te dirais, c'est où l'Eldorado, tu vois, entre guillemets, là, même si on sait que ça n'existe C'est une pas et que bonne c'est peut-être un question. mix de plusieurs pays, mais toi qui en as visité un paquet, investi dans un paquet, tu peux, C'est une, c'est une très bonne question. Donc, il y a plusieurs. Donc, il y a ou peut-être Donc, deux, trois, tu est-ce que tu as besoin d'un travail? Tu vois, si tu as besoin de travailler, voilà, bah, tu peut-être pas plus mal aux États-Unis ou en Suisse ou vois. au Luxembourg. Euh, si tu es, si tu as, si tu veux vraiment faire du business, être entrepreneur, etc., sans doute les États-Unis. On peut dire ce qu'on veut des États-Unis, on a le droit de pas aimer les États-Unis, mais c'est quand même là-bas qu'on peut se faire de l'argent, où les choses marchent quand même mieux qu'en Europe. Après, si tu Mhm. gagnes de l'argent en ligne et tu peux être basé un peu n'importe où dans le monde, là, ça commence à être différent. Donc, personnellement, j'aime bien les pays de l'Est, les Balkans. Est-ce que, en ce moment, avec tout ce qui se passe, est-ce que j'irais me dire, voilà, je veux déménager en Pologne et vivre en Pologne, alors que ça pourrait être le prochain front? Pas forcément. Donc, c'est pour ça que depuis 2022, en fait, je commence à investir de plus en plus en Amérique latine parce que je crois qu'on rentre dans un cycle où, ce qu'on a en Europe, hein, tous les 80 ans, 70 ans en Europe, on a un cycle où pendant 10 ans, faut pas être sur place, quoi. Faut pas être en Europe parce qu'on se tape dessus. On pense qu'on est devenu un peu plus mûr, mais la réalité, j'ai pas l'impression qu'on soit devenu plus mûr. Et donc voilà, quand on arrive à cette partie du cycle, je pense qu'il vaut mieux ne pas être en Europe. Donc dans ce cas-là, mon Eldorado pour quelques années, ce serait sans doute quelque part en Amérique latine. J'aime bien le Nicaragua, personnellement, mais voilà. Ouais, ok. Bah, c'est super intéressant. Yes.
Et tu vois, on a parlé des raisons pour lesquelles, par exemple, les parents ils partaient là par rapport à l'école et tout. Est-ce que tu peux nous dire les personnes qui te contactent pour quelles sont les autres raisons en fait pour lesquelles ils décident de les principales raisons? Est-ce que c'est et notamment, je pense que souvent un point qui est peut-être que beaucoup de Français idéalisent, c'est les impôts. Mais en fait, mis bout à bout dans beaucoup de pays, même si tu payes pas d'impôts, en fait, ta vie, elle va te coûter plus cher que la France après impôt. Tout ce qui est le loyer, justement, l'école des enfants et tout. Euh, pour quelles raisons, ouais, les personnes ils décident de partir on peut, je sais pas, est-ce que c'est la sécurité, la santé, le climat, voilà, l'ouverture de l'esprit Ouais. des gens. Ok, donc c'est le de plus en plus, donc plusieurs angles. Donc, on a discuté l'école, tout le woke agenda, tout ça. Beaucoup de gens sont pas d'accord, veulent quitter. Mhm. Deuxièmement, beaucoup d'histoires de vaccins aussi, les gens qui n'étaient pas d'accord avec la politique de vaccins qui veulent quitter. Après, il y a ceux qui, maintenant, de plus en plus, qui veulent quitter parce qu'ils sentent que le potentiel de guerre, donc ça, c'est spécifiquement pour les Européens. Les Américains, ça les dérange pas. Euh, et après, les impôts, je dirais les impôts, oui et non. Parce que le coût de la vie, la réalité, c'est que si, comme tu dis, si tu vis dans la Creuse, une petite ville, tu fais tes courses à Aldi ou Lidl, C'est un ta des vie endroits les sera moins chers du monde, en pas fait. moins chère quand, voilà, exactement. En allant en Colombie, ce sera pas moins cher. Euh, donc, je dirais que c'est pas forcément une histoire de coût de la vie. Ça peut être les impôts, mais la réalité, c'est que beaucoup de ces gens-là qui veulent quitter, en fait, ils ont déjà beaucoup de choses en France. Ils ont tout leur immobilier en France, ils ont tout ça, blablabla. Donc, en fait, ils continuent de payer beaucoup d'impôts en France ou en Europe. Donc, ça réduit pas forcément énormément leurs impôts. Pour ceux que ça aide, c'est ceux qui ont pas mal d'argent liquide, ok, qui peuvent donc quitter, tout restructurer à l'étranger et qui ont leur propre source de revenus à l'étranger. Eux peuvent vraiment passer à quelque chose de très intéressant. Voilà. Mais sinon, pour ceux qui ont tout leur argent en immobilier en France, qui veulent tout un peu garder en France parce qu'ils veulent la sécurité, etc., ces gens-là, non. Parce qu'il y a beaucoup, la plupart des gens, en fait, c'est ça, ils veulent juste aller vivre à l'étranger, aller au soleil, il fait plus beau, etc. Euh, mais garder toutes leurs affaires en France, ces gens-là, c'est pas du tout une question fiscale. Ok, intéressant. Et Et est-ce que après, il y a de plus en plus de jeunes. Donc ça, c'est pas vraiment ma clientèle. Mais beaucoup de jeunes qui quittent le Canada, qui quittent l'Europe de l'Ouest parce qu'ils ne voient plus tellement d'opportunités. hmm, Donc là, je peux donner l'exemple. Deux Allemands qui avaient, je sais pas, 25, 26 ans, ils ont débarqué à Medellín, ils ont bien aimé, en Colombie, et ils ont commencé Mhm. une agence immobilière. Et voilà, et donc ils se sont pris un visa étudiant, donc ils sont inscrits à une université. C'est pas cher. Ils ont un visa étudiant, ils vont jamais en cours. Et en fait, ils ont une agence immobilière sur le côté. Et ils se sont créés un business assez intéressant. hmm, Alors que s'ils avaient essayé de faire ça en France, en Allemagne, ils auraient dû passer hmm. des formations, des ci, des ça. Il y aurait eu plein de complications administratives, tout. Alors que là, en fait, ils bossaient même pas avec une entreprise, ils bossaient comme ça. Voilà, ils ont fait un site web, ils ont dit on est agent immobilier. Et c'est parti, ils sont devenus agents immobiliers. Yes. Pas de règle. Après, ils se Ça sont doit fait de être. l'argent et maintenant ils sont devenus promoteurs immobiliers. Donc maintenant, ils sont en train de construire ils sont en train de construire une petite tour. Donc là, bon, là, ils ont dû créer une entreprise. Là, tout est un peu plus légal. Mais bon, voilà, voilà, maintenant, ils ont, je sais pas, 27, 28 ans et ils sont en train de construire une petite tour à Medellín. Je vois pas, ce serait assez compliqué de faire Ce ça à serait pas en Francfort. Allemagne, ouais, que tu. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais. C'est où t'as vu le truc un peu le plus wild du style de chez le notaire, par exemple? Ben, il y a quand même beaucoup de différences entre les pays, que ce soit ben, en Asie, en Amérique du Sud ou comparé à l'Europe. Je veux dire au niveau des... Il y en a certains, ça doit être un papier qu'on signe ou alors juste on se serre la main en se disant, bon, ben voilà, c'est vendu, tu me donnes tant. Et puis, je veux dire, Ben, en est-ce fait, que... partout dans le monde, Ouais.
Ça marche. Objectivement, j'ai peur Ouais, partout dans le monde. vendre, ça J'ai marche. peur nulle part. Oui, oui, Vendre, non, acheter. ça passe. Du moment que vous prenez un bon avocat pour vous représenter Mhm. quand vous faites un deal, mais en général, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui me choque, c'est euh, comme c'est beaucoup plus rapide que Ouais. en France, notamment. Une transaction en France, je sais pas, c'est 4, 5, 6 mois. Mhm. Ça prend beaucoup de temps. Alors que vous allez, je sais pas, en Autriche, c'est fait en une semaine. En Ouais. Hongrie, c'est fait en 2 semaines. Au Mm. Monténégro, c'est fait en 2 semaines. Euh, voilà, au C'est ça. Panama, c'est fait en un mois, voire 2 mois. Au Canada Tout aussi, est, en une semaine, quoi. Entre le moment voilà. où j'ai visité un appart et au moment où je l'ai acheté, je crois que j'ai eu, ouais, en une semaine, j'avais les clés. J'étais dedans, Voilà. quoi. Donc, en C'était fait, fou. ce qui est choquant, je dirais, c'est plutôt le système en France qui est d'une lenteur, mais exceptionnelle et personne ne trouve ça bizarre. Et vous parlez à des notaires, ils vous disent, ah, mais c'est pour votre sécurité. Mm. On doit, je sais pas, sortir un document, confirmation de non-pax. Mais je veux dire, Mhm. c'est incroyable, la bureaucratie, Les c'est un droits de truc pas préemption, possible. surtout. C'est ça qui est, Ouais, les Oui, BM, et c'est tout parce ça. que Voilà. nous, financés, tout on ça. englobe la mairie dedans et Ouais, Ouais, déjà, ouais, ça, ouais. c'est un mois minimum, donc. Mm. Après, je suis Ouais, puis tombé ça, sur surtout. des situations où des notaires racontaient du n'importe quoi. En fait, ils avaient jamais eu affaire à des acheteurs étrangers. Ils racontaient du Mhm. n'importe quoi. Et il fallait apprendre au notaire comment ça marche. Bon, heureusement qu'il y avait l'avocat, etc. Mais non, de manière générale, ça va. Bon, j'ai un ami, il a fait des deals au Congo sur des bouts de papier. C'était sa mère qui avait fait des deals avec le chef du village. Donc, c'est un bout de papier où ils avaient dit, OK, entre cet arbre-là et cet arbre-là, Madame X a acheté ça ce jour-là et c'est signé par le chef du village. Et en fait, quand Ok. sa mère est décédée, il est rentré chez lui, au Congo. Il a ouvert un tiroir et il y avait plein de papiers comme ça. Sa mère, sa mère avait acheté des bouts de terrain, mais partout dans le Congo avec des espèces de bouts de papier comme ça, signés par le chef du village. Donc ça lui a pris plusieurs années, peu à peu, il est en train de faire la Ouais. Trouver procédure les pour arbres, essayer tout de... Pour ça. retrouver les arbres, c'est ça, ils ont Ouais, Voilà, changé. voilà. il n'y a pas de cadastre. Yes. Ah ouais, c'est Donc fou. voilà. Bon, est-ce que j'irai faire des deals comme ça en Afrique? Non, mais il y en a qui font ça. J'ai déjà vu des Français qui font des trucs comme ça en Côte d'Ivoire. Ils achètent des bouts de terrain un peu au chef du village et après, eux font la procédure pour faire entrer le truc dans le cadastre et après revendre. Ok. Ils font des bonnes marges. Mais bon, faut vraiment vivre sur place. Faut être sur place tout le temps, quoi, pour faire un truc comme Ok. ça. De Ok. manière générale, faut être bien accompagné, quoi. Toi, toujours un avocat ou quelqu'un qui connaît la loi de, là, Ouais, on est hors Congo et tout ça. Ouais, voilà, ou connaître les gens à la mairie, au cadastre, tout ça, quoi. impec. Ok. Et la question que j'avais, c'était par rapport aux devises. Euh, Tu vois, par exemple, enfin moi, nous on a été, enfin je connais pas super bien, mais j'ai été en Argentine et puis j'ai interviewé une Française qui habite en Argentine, qui est Hmm. investisseuse immobilier là-bas. Euh, on le sait, l'inflation, je crois que quand elle est arrivée avec 1 dollar, tu avais 3 pesos et maintenant tu en as peut-être 1000. Euh, Comment tu fais? Est-ce que tu achètes et donc elle, les biens immobiliers s'achètent en dollars, de ce qu'elle nous a expliqué. Comment tu gères ça? Donc, bah, en fait, ce risque de vie, tu vois, à un moment, on a pas mal parlé de la Hongrie, les investissements à Budapest. C'est pareil, le forint, il a plutôt tendance à se déprécier par rapport à l'euro et au dollar. Mhm. Comment tu gères ce risque, en fait? Non, mais c'est une bonne question. En étant diversifié, tout simplement, en n'étant pas all-in sur une seule devise. Après, ce qu'il faut voir, c'est que dans beaucoup de ces pays, donc quand tu investis dans un pays où il y a une devise un peu moyenne, genre le forint, la lire turque, etc., j'ai fait pas mal d'investissements en Turquie, il y a souvent un peu deux marchés. Il y a le marché local, où c'est vraiment les locaux, et après le marché un peu plus international quand tu achètes dans les centres-villes, etc. Hmm. De manière générale, quand tu investis dans le marché un peu plus international, dans les centres-villes, le, les prix suivent vraiment le dollar, quoi. Hmm. Un peu comme à Budapest, dans le centre-ville, Mhm. cinquième district, etc., ça suit l'euro. Après, dans les quartiers plus hongrois, ça suit un peu plus la forinte. Mais bon, si tout d'un Hmm. coup la forinte prend un gros coup, euh, au bout de 3 jours, tu vois que la moitié des annonces tac, augmentent leur prix en forinte. En Hmm. Turquie, on le voit
quand la lire chute, clac, tout le monde. Là, c'est vraiment tout le monde, mais encore plus dans les quartiers un peu plus centraux, les gens remontent leur prix en lire. Donc, quand on est dans une situation d'inflation, de dévaluation, où les gens font plus trop confiance à leur monnaie, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent soit de l'or, soit ils font sortir l'argent du pays, ce qui n'est pas toujours facile. Ils savent pas trop comment s'y prendre, ou temps c'est même pas possible, comme en Argentine. Ou bah, tout simplement ils achètent des actions ou de l'immobilier, mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils courent, ils achètent de l'immobilier, c'est tout. Mm. Donc en C'est vrai fait, que moi, j'avais été à inflation ne veut pas forcément dire que perte de l'immobilier baisse. pouvoir. Ouais. Au contraire, il peut y avoir de l'inflation dans un pays et l'immobilier augmente encore plus en dollars parce que Parce- justement, tout l'argent qui était dans les comptes en banque, clac, tombe sur l'immobilier. Ça pourrait être un cas, par exemple, ce serait pas impossible de voir ça en Europe, en fait. Tu as un coup, l'inflation repart, ça part, ça part, ça part. On voit les taux qui augmentent. Donc, bon, les gens qui veulent utiliser le fait de levier, clac, le marché stagne. Mais après, plus le taux d'inflation augmente, plus les gens qui ont des assurances vie, des espèces de trucs, des livrets à 1% ou je sais pas quoi, les gens deviennent nerveux, ils se disent ah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'achète de la pierre et boum, tout le monde court sur la pierre et en fait les prix peuvent augmenter. Donc c'est pas une augmentation qui est saine, mais c'est un scénario que j'ai déjà vu dans certains pays où tout d'un coup l'inflation arrive. En fait, les prix augmentent, pas juste dans la monnaie locale, mais en dollars aussi. Ok. Et c'est vrai que j'avais été à Donc en gros, Budapest, là, j'avais eu un invité sur le podcast et il m'avait montré des biens et tout qu'il avait. Et en fait, c'était le constat que j'avais fait à Budapest. C'est bien que tu le dises, du coup, que c'est comme ça un peu dans plein d'endroits. C'était que il montrait des appartements qu'il avait achetés ou vendus à des non-hongrois, en fait. Enfin, tu voyais que c'était un système parallèle. Et en gros, moi, ça m'avait étonné, un peu surpris peut-être que, enfin, je me suis dit, ah, est-ce qu'à un moment, tu te raccroches ou non au prix hongrois, mais en fait, je pense que peut-être pas, tu vois. Et c'est vrai que, en tout cas, ça, c'était la première fois que je voyais ça, donc ça m'avait surpris, mais ouais, c'est sûr que les marchés ils sont globaux dans ce type de ville et les étrangers, ils veulent un peu C'est comme tous les mêmes biens, en fait, c'est ça, enfin, ouais. ouais, c'est comme le marché des propriétés privées, tout ça à Paris. Quoi, c'est pas Mm, un marché de hmm. Français. mm, C'est un Non, bah marché non, ça c'était d'Américains, c'est un c'est marché les prix. de gens du Golfe, de Hong Kong, de tout ce qu'on veut, mais c'est pas un marché de Français. De manière générale, on pourrait dire que peu importe où on investit, peu importe la devise, si ça suit un peu pareil, si tu investis à moins de 1 000 € du mètre carré, il y a peu de chances de se rater complet, quoi, dans le fond. Bah, j'aime bien penser ça. Mhm. Après, donc personnellement, c'est un peu ce que je fais là. J'investis dans pas mal d'endroits où je paye vraiment pas cher le mètre carré. Mhm. Euh, Après, je vois aussi des contre-exemples, hein. Là, bah, justement, si on se balade en Italie, en France, au Venezuela, on voit plein d'immobilier en dessous du prix de construction, en dessous du coût de construction. Donc Mhm. l'immobilier peut chuter en dessous du coût de construction. En Venezuela, on peut acheter des trucs à, je sais pas, 300, 500 dollars le mètre carré. En Italie, même en France, quand on voit le coût des rénovations, là, il y a des trucs qui sont à peu près rénovés, qui coûtent pas cher du tout dans certaines petites villes, mm. etc. Donc, c'est, ça limite le risque de chute, mais pas complètement. Un marché peut vraiment devenir malsain au point de chuter en dessous des coûts de construction. Mhm. Après, le risque, quand tu t'achètes à 1000 € le mètre carré, ton risque, il est de 1000 € le mètre carré. Souvent, les gens, enfin, Oui, ça. ça paraît évident, mais tu vois, si tu dis à quelqu'un, bah, entre acheter à Paris ou acheter, je sais pas, à Limoges, peut-être que les gens, ils vont te dire, ouais, c'est moins risqué à Paris. Mais en fait, à Paris, si tu payes 12 000 et que ça devient 10 000, ton risque, il est tu vois, c'est un peu comme dans les marchés financiers entre les calls et les Mhm. puts. On te dit, ouais, si tu vends un kit call, par exemple,
tu peux jamais, enfin, ton risque, il est illimité. Et t'en as un, il va te dire, ouais, mais c'est pas, l'action, elle a jamais fait x3, x4 en si peu de temps. Ouais, mais ton risque, il est quand même illimité. Et parfois, ça arrive, quoi. Et donc, c'est sûr que c'est tout bête, mais si tu achètes un En ce appartement à moment, 50 000 euros, tu risques 50 000 euros. Si tu achètes à 1 million, tu risques 1 million d'euros, globalement. Ouais. C'est un peu le. en ce moment, j'investis pas mal dans des pays où il n'y a pas du tout d'effet de levier. Ok, intéressant. Ok, Parce que que du dans un cash. monde, donc je pars du principe, non pas du principe, donc plutôt ma thèse, c'est que on rentre dans un monde où il va y avoir de plus en plus d'inflation. Donc là, je sais bien récemment, l'inflation baisse, blablabla, les taux vont peut-être rebaisser, etc. Mais quand on regarde de manière historique, euh, quand, quand le monde se déglobalise, ok, Mhm. c'est très inflationniste. Et quand le monde a de plus en plus de conflits, très inflationniste. Donc la guerre, par définition, est inflationniste. Surtout quand il y a de plus en plus de conflits dans les pays qui sont les gros producteurs d'énergie, comme on voit là en Moyen-Orient ou en Russie. Donc, ma thèse, c'est qu'on va avoir plus d'inflation. Et si on va avoir plus d'inflation, j'ai pas du tout envie d'investir dans des endroits où il y a eu beaucoup d'effets de levier, parce que ce sont ces marchés qui risquent de se prendre une claque, plus que quand j'achète en Équateur ou en Colombie à 800 $ le mètre carré, avec des rendements de 6 à 10% net, net, net. Donc, je préfère mettre mon argent dans des marchés complètement cash, sans levier, où je crois que le downside risk, le risque de baisse est assez bas. Mais entre-temps, je me fais payer un rendement qui est tout à fait acceptable. Donc ça, c'est plutôt la méthode que je suis en train de jouer pour l'immobilier. Après, quand je vais être un peu plus agressif, voilà, je joue plus à la bourse. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que Ouais. si on a tendance Mhm. peut-être à l'oublier, enfin là, ça nous l'a quand même bien rappelé avec la hausse des taux, mais pendant longtemps, euh, on le savait, c'est quand même un des points positifs de l'immobilier en France, c'est l'effet de levier. Tu mets 10 000 euros, tu peux acheter 100 000 euros globalement. Mais voilà, tout le Mhm. monde le sait, mais personne, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, hein. Il y en a beaucoup qui l'occultent, le levier, forcément, il va dans les deux sens. Si tu mets 10 000 euros pour acheter 100 000 et que ton bien, demain, il vaut 60 000 et que tu dois le revendre, bah voilà, le levier, tu l'as pris, Ouais, tu l'as pris dans les deux sens. Et dans beaucoup de pays, enfin en tout cas, c'est le cas en France et je pense dans beaucoup de pays européens, les gens, notamment pour leur maison et tout, en gros, ils vont à la banque. Un gars normal, enfin, on va lui dire, on te prête 400 000 euros ou un couple 500 000 euros et ils vont sur base des taux d'intérêt du moment et puis du coup, ils vont leur budget, ça va être 500 000 euros. Le budget d'une maison dans le coin. Pour les classes moyennes, ça va être 500 000 euros. Et si demain les taux ils sont à 15% et que le budget c'est plus que 300 000, bah, tu peux considérer que quasiment toutes les maisons du quartier elles vont passer de 500 à 300. Donc, ouais, c'est intéressant. Et du coup, dans ces pays sans effet de encore, levier. Ouais, je, vas-y, vas-y. je dis, pour rentrer encore, je dirais, en France, c'est un petit peu moins risqué pour les gens qui prennent du levier, dans le sens que c'est à taux fixe Ouais. Pour ceux qui ont pendant déjà 20 ans. acheté, c'est Donc, ça. même si le prix de la maison baisse, voilà, du moment qu'ils continuent de payer leur truc, au bout de 20 ans, Hmm, ils ont leur maison et bon, voilà. exact. Le risque, c'est plutôt dans des marchés comme en Angleterre où les taux sont Les taux, ils fixés sont pendant variables. 5 ans et après, voilà, ils Mhm. sont variables. Et après, bah, voilà, si tout d'un coup il y a l'inflation, boum, les taux augmentent et les gens se retrouvent vraiment bah, à être obligés de vendre dans un marché terrible. Ouais, c'est ce qu'on voit Euh, aujourd'hui au Québec, hein. C'est clairement ça ce qui s'est ouais, passé sur la dernière. Les gens qui ont dû renégocier leurs prêts parce qu'ils avaient bloqué pendant 5 ans ou 3 ans à partir du Covid avec des taux qui étaient vraiment bas pour ici dans le 2%. On est monté à six ouais, et demi. Ça s'est ah, mis à ils arrivent vendre plus. dans tous les sens parce que ben ouais, Ils ils arrivent n'arrivent plus. plus à rembourser. Mm. Et donc en fait, le risque dans un système français ou américain, parce que les Américains sont aussi typiquement sur 20-30 ans, fixe, Mhm. le risque est sur la banque plutôt. Hmm, Voilà. Alors Mm. que quand c'est à taux variable, le risque est vraiment sur l'emprunteur, celui qui emprunte. ok. Super intéressant. Et dans ces pays-là dont tu parles, sans effet de levier, c'est pas pratique courante ou carrément ça n'existe pas, les banques elles prêtent pas pour de l'immobilier ou...
Elle prête certainement pas aux étrangers et aux non-résidents. Et quand ils prêtent aux locaux, par exemple en Colombie, c'est des taux de 11-12%. Donc, Ok. comme on avait en Europe dans les années 80, quoi. Donc en fait, les gens qui font un prêt, c'est plus un peu du prêt relais, quoi. J'emprunte et voilà, je mets tout mon salaire pendant 3 ans là-dedans, quoi. Mais je fais un deposit voilà, de 60%, j'emprunte 40% et pendant 3 ans, je paye, je paye, Mm. je paye, je paye, et boum. Mais l'espèce de jeu de je prends un prêt à 3% et je loue, je me fais 6%, je catch le spread. Les gens font pas ça, quoi. Ça marche pas. Donc quand les taux augmentent, en fait, ça n'a pas d'impact sur le marché. Par contre, si tout d'un coup les taux devaient baisser dans ces marchés-là, là, ce serait la fête. Ouais, pour les gens qui Hmm. sont déjà là, effectivement. Ouais. Ok, top. Et j'avais une dernière question pour toi. C'était par rapport à... Enfin non, en fait, j'en ai deux. J'ai deux questions. On va parler un tout petit peu de la bourse et après un petit peu d'expatriation. La première, c'est sur la bourse. Toi, justement, tu penses aussi un peu à contre-courant de ce que j'ai pu comprendre. Donc, typiquement, la plupart des personnes, si on devait leur demander dans quoi acheter, si quelqu'un n'a pas d'action, il va te dire qu'il veut acheter des actions Tesla. Et ceux qui auront pas de, et ceux qui achètent un peu, la plupart, ils vont dire bon bah j'achète de l'ETF S&P 500 où en gros les sociétés tech elles ont un poids qui est très important. Et toi, de ce que j'ai compris, t'aimes bien un peu les actions plus basiques quoi. Donc est-ce que tu peux nous partager un peu ton analyse par rapport à ça, un peu Mhm. voilà, que c'est un peu pareil que on peut faire parfois le parallèle avec l'immobilier. Il y a des marchés qui sont en très très grosse hausse sans forcément que les loyers suivent et à l'inverse, bah il y a un peu des trucs plus stables et moins sexy sur le papier en tout cas. Oui, non, tout à fait. Donc, nos maîtres sont obsédés par l'environnement. Donc, ils nous disent depuis 30 ans que ça fait déjà 20 ans qu'on devrait être sous l'eau à cause de je sais pas quoi. Voilà. Donc, en gros, il y a toutes ces politiques en place pour parler de l'environnement, et obliger toutes les grosses compagnies à investir dans des compagnies qui sont vertes, qui sont green, et surtout à ne pas investir dans les matières premières, dans le cuivre, dans le pétrole, dans le gaz, dans le charbon, etc., parce que c'est sale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, il n'y a pas eu assez d'exploration et il n'y a pas assez de mines qui ont été construites pour beaucoup de ces matières premières. Euh, Parce que justement, c'était difficile pour ces mines d'avoir accès au financement, soit des banques ou soit des hedge funds, etc., qui avaient vraiment des mandates qui étaient assez clairs en termes de ESG. Je ne sais pas trop comment on dit en français, mais On dit ouais responsabilité, RSE en blablabla. français, ouais, Mhm. souvent. Ouais. OK. Gouvernance RSE. sociale et environnement, ouais. C'est ça. Voilà. En même temps, il y a le reste du monde, l'Inde, la Chine, la Russie, l'Afrique, tout ça, l'Amérique latine, ils en ont rien à faire. Ils sont pas en train de se dire on va rester pauvres. Les autres, les Nord-Américains, les Européens, ils sont enrichis grâce au charbon. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas utiliser de charbon. On doit aller directement à des espèces d'EON, wind farms en anglais, L'éolienne, ouais. qui voilà, qui en fait qui rapportent rien quoi. Ces trucs ça coûte cher, ça court toujours à perte. Mhm. Donc en fait, il y a un arbitrage à faire entre ce que nos maîtres nous disent de faire, le résultat de leur politique qui fait que l'Ouest se sabote complètement et la réalité de ce qui se passe dans le reste du monde. Ce qui fait que j'ai pu acheter des actions de pétrole, de charbon, etc. Pas cher du tout, avec des très bonnes dividendes. Donc les prix ont déjà pas mal augmenté. Mais personnellement, j'ai surtout investi récemment dans les dernières années dans des matières premières. Et je touche des dividendes, certaines de ces actions, je sais pas, 15-20% par an, avec des P/E ratios qui sont très bas. Le risque, c'est plutôt que ces gouvernements mettent des espèces de taxes pour punir, en disant, ouais, c'est pas juste, vous faites de l'argent sur le charbon,
Il faut taxer ça pour donner aux industries vertes. Mais bon, entre-temps, les actions sont pas chères et les dividendes sont bonnes. Et en fait, c'est tellement, nos politiciens sont tellement ridicules. Ils vivent dans un espèce de monde complètement parallèle par rapport au reste du monde, que ça donne des opportunités d'investissement assez incroyables. Genre, ce que je fais, c'est facile. C'est pas compliqué. C'est Mhm. facile. Je regarde partout. Le pétrole est mort, le pétrole est mort, le pétrole est mort, le charbon est mort, le charbon est mort, le charbon. On n'entend que ça depuis une dizaine d'années. Non, pas du tout. La consommation n'arrête pas d'augmenter du pétrole et du charbon. Ok. Et c'est un peu le point aussi que là, beaucoup de gens se rendent compte en Europe, c'est que pour tout ce qui est l'armement et les armées occidentales notamment, souvent elles étaient en dehors des critères d'investissement des gros fonds et des banques. Et en fait, bah, ces industries, elles ont besoin de beaucoup d'investissements. Alors, après, qu'on soit pour ou contre, nous, de toute façon, c'est pas nous qui décidons hein, de ce qui se passe Hmm. à ces niveaux. Mais du coup, elles ont du mal à soutenir leur investissement et leur technologie parce que justement, elles avaient beaucoup plus de mal à lever des fonds alors que maintenant, tout le monde est un peu, comment dire, dans l'urgence, quoi. Ah, bah, en fait, on n'arrive pas à produire assez de blindés ou Hmm. assez d'obus ou assez de. euh, donc, c'est vrai Alors que c'est nos que. pays qui faisaient des guerres partout dans le monde, quoi. Voilà, en plus. Nos gouvernements sont des tels clowns. Ce sont des tels clowns. Quand on les écoute, on voit ce qu'ils font. Et vraiment, on regarde le reste du monde. Mais les gens rigolent de nous. Ils rigolent de l'Ouest. Ils rigolent. On se sabote nous-mêmes. C'est pathétique. Mais ça offre des opportunités d'investissement. Yes. Ok. Et la dernière question, du coup, que j'aurais, ce serait un peu le cheminement. Si, pour les gens qui veulent s'expatrier, sur quels critères on choisit un pays selon toi? Est-ce qu'il faut y aller une fois, deux fois, trois fois? À quel point c'est important, par exemple, Bon, je suppose que chaque situation est très individuelle, mais il doit y avoir quand même un peu des tendances. Est-ce que, par exemple, moi, je pense qu'un gros point qui est sous-estimé, ça va être, par exemple, le décalage horaire. Si les gens, Mhm. ils y pensent pas forcément, mais si tu es à 12 heures, enfin moi quand tu es Hmm. sur la côte ouest des États-Unis, déjà Michel et moi on le voit, parfois c'est un peu compliqué, mais si tu à la côte ouest des États-Unis, en fait tu peux considérer que tout le monde que tu connais en France, tu auras quasiment plus de contact avec eux, parce qu'en fait quand tu te lèves, ils se couchent globalement, donc tu vas pas, Ouais. enfin, si tu appelles Bah, tes surtout pour le boulot, parents ou hein. quoi. Ouais, voilà, et pour le boulot, Ouais. Voilà. c'est assez Voilà. violent. Si la plupart de tes clients sont en Europe, voilà, aller courir au Mexique, ça facilite pas forcément les choses, quoi. Euh, voilà, par contre, si tous tes clients sont américains, ouais, c'est assez pratique d'être au Mexique. Donc, ouais, les décalages horaires, vraiment tout à fait important. Ce qui fait aussi pourquoi l'Asie, en fait, c'est assez problématique. Beaucoup de gens aiment bien l'idée d'aller à Bali, mais une fois qu'ils Ouais, sont c'est sur vrai. place, ben, en fait, ils réalisent que les horaires, ça passe pas du tout avec l'Europe et les États-Unis. Donc après, beaucoup reviennent dans des destinations un peu comme Chypre, etc., ou voilà, un peu en Europe ou en Amérique latine parce que ça marche quand même mieux. Euh, après, ouais, ce ce qu'il y a d'important, donc bon, il y a l'aspect fiscal, oui, mais c'est surtout où est-ce que les gens se sentiront bien. Parce que si c'est pour aller dans un pays, pas payer d'impôts, mais être malheureux, c'est pas vraiment une amélioration de lifestyle. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que les gens aiment bien. Donc, si c'est des gens, voilà, où il faut que tout soit parfait, ils aiment bien la perfection, ils veulent contrôler. Ouais, peut-être qu'il faut pas trop les envoyer en Amérique latine, quoi. C'est pas, ou sinon les envoyer en Uruguay, mais faut pas les envoyer en Argentine ou au Mexique. Donc, faut vraiment essayer de comprendre la personne, le lifestyle de cette personne, l'importance, surtout pour les francophones, je dirais. Pour les Canadiens, c'est moins un problème, mais pour les franco-français, la nourriture, parce qu'il y a beaucoup de Français, ils débarquent au Panama, ça passe pas, quoi. La nourriture, c'est pas ça. Et si on veut manger comme un Français, ça coûte une fortune. Donc, ce genre de choses, il faut vraiment, vraiment se poser toutes ces questions vraiment de A à Z.
plage horaire, impôts, quel genre de gens on aime bien passer son temps avec, les expatriés au Nicaragua, c'est pas les mêmes choses que les expatriés qui vont en Serbie. Voilà. En Serbie, ce sera des gens un peu plus intellectuels, un peu plus bourrins en même temps. Au Nicaragua, voilà, ça boit de la bière et ça fait du surf. Voilà, faut voir un peu faut voir un peu le personnage, quoi. Et Mais passer ça, du temps sur place avant de prendre une grosse décision. ouais, c'est ça, parce que ça, c'est un point que tu relevais en disant, bah, si c'est des Français qui veulent aller dans un autre pays, en fait, c'est de se poser, je pense aussi, la question de se dire, est-ce que je suis prêt à vivre différemment ou est-ce que je veux vivre comme un Voilà. Français qui part à l'étranger? Et j'ai eu cette discussion un peu musclée ce week-end parce que je suis allé voir le film Civil War et, euh, et dans la voiture en revenant, on en discutait, le ton il a un peu monté en disant, mais là, quand je vais dans un pays, il faut que j'accepte de vivre ben, aux coutumes de ce pays-là et pas d'essayer de faire venir mon pays dans un autre pays. Dans ce cas-là, ben, reste chez toi, là. Et Ouais, c'était un peu ça que... Et donc, les personnes qui disent, bah, tiens, l'herbe, elle va être mieux ailleurs parce que je veux vivre comme un Français ailleurs, ça fonctionnera jamais. Faut vraiment, voilà. bah, comme tu Après, disais, tu il y a des pays où c'est un peu plus facile, genre Mhm. nourriture en tant que Français. Ouais, Voilà, on peut trouver un peu plus. Qu'en fait, souvent, les Français, c'est souvent des questions de nourriture. Pourquoi ils sont pas ouais. contents. Bah, c'est vrai, Mais toi, est-ce qu'on est Michel, prêt à s'adapter, quoi? T'as habité à Hong Ouais. Kong et la bouffe, ça t'a fait péter un plomb un peu, hein. Ouais, c'était particulier, ouais, c'était vraiment particulier. La bouffe, Je me c'était... rappelle, t'avais dit, Mais le poulet, je sais pas ce qu'ils en font, mais il y a aucun des bons morceaux. il n'y a aucun bout du poulet qui mange. Ils doivent Euh, tous l'envoyer en Europe. On mange que le cou et les pattes là-bas, et le bec et la tête, et je comprenais pas où était le reste. Ah non, c'est fou. Ouais. C'est et fou ça, c'est là-bas. un problème que les Canadiens ont pas. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ils sont Mais contents partout au niveau nourriture. C'est une amélioration partout. c'est sûr. Ah, mais c'est des petits trucs, en fait, t'y penses pas tout de Mm. suite et ça te tape Ouais, sur le système au bout d'un Ouais. moment. C'est comme le bruit, le monde. J'ai un bon ami, il habitait en Inde, ouais, bah, il a dit au bout d'un moment, t'en peux plus. En fait, au début, ça va pas trop te déranger, ouais. mais au bout d'un moment, qui est tout le temps du monde, que quand tu sors, t'es jamais tout Au seul et début, c'est tout. drôle. Ouais, ouais. Et Ouais, c'est puis ça. On après, appelle ça la honeymoon period, la période de lune de miel. Quand on débarque à ouais, voilà. l'étranger, on aime tout. Au début, tout est cool. Mm. Bah C'est oui. comme dans les Après, il y a couples, hein, la au période début, dépression. Ouais, ce qui t'attire chez quelqu'un au début, c'est en fait ce qui te fait le détester après coup, quoi. Ça peut te, ouais. Ouais. Et après, il y a la période de dépression, ouais, le mal du pays, c'est ça. Et tu te dis, ouais, est-ce que j'ai pas, c'est ça, je pense, ouais, est-ce que voilà, j'ai pas merdé un peu, putain, j'ai tout vendu, je voilà. suis là. Puis après, Et après, c'est est-ce que cette personne va réussir à sortir du mode dépression et se stabiliser ou cette personne reste au mode de dépression? Et souvent, en fait, c'est la femme. C'est souvent à cause de la femme que les expatriations ratent. C'est pas ok, l'homme est plus adaptable, mais c'est la ok. femme qui a souvent le plus de mal. Ah, c'est Ok. marrant, parce que Donc ça, j'avais c'est ce l'impression que qu'on c'était voyait. l'inverse, Tu vois, moi. c'est ce qu'on voyait c'est Ouais. ce qu'on voyait dans les statistiques à Nestlé en fait. Ok. Je parlais Ah ouais. aux ressources humaines, ceux qui Ah ouais. s'occupaient des expatriés. Et c'était, bon, c'était pas la femme, ils disaient the spouse. Donc ça pouvait être aussi Mhm. l'homme, si c'était la femme qui était expatriée. Mais de manière générale, voilà, c'était les expatriations qui rataient, c'était pas parce que l'employeur arrivait pas à s'adapter, c'était la femme qui arrivait pas à s'adapter. Ouais. D'accord. Mais Ouais, la après, c'est personne qui sûr, hein, vient avec, quoi. ouais, c'est sûr Ouais. qu'il faut te faire ton Donc si vous cercle et voulez tout. quitter et que votre femme le sent pas trop, l'endroit, tout ça, bon, Pas une bonne idée. Voilà. réfléchissez-y un peu plus. Abandonner un des deux Après, projets. mm. Après, Otis, c'est pas mal. Tu disais d'y aller plusieurs fois, tout ça, mais ce qu'il faut aussi se dire, c'est que bah, moi, je l'ai pas mal vu dans beaucoup de pays. Il y en a, ils disent, ah, c'est génial là-bas, j'y suis allé 4 fois en vacances, j'y habite très bien. À savoir que entre habiter un pays, vivre dedans, travailler tous les jours dedans, payer ses Ouais, impôts dedans, c'est bien différent que d'y ouais, aller ouais, en vacances et de profiter de la journée, quoi. Et tout à ça, fait. Aller 4 fois à Pattaya, c'est pas la même chose ouais. que vivre à Pattaya, quoi. C'est clair. Donc, il y a quand même un gros gap. Donc, on a beau aller visiter, ben, ça sera pas pareil que quand on doit se lever tous les matins Yes. pour travailler ou gagner son pain. Yes.
Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. C'était Hmm. très sympathique hein, de ce petit échange. Si on veut te Super retrouver du coup intéressant. sur YouTube, sur ton site, dis-nous tout. Donc, mon site francophone, Investisseur Globetrotter, donc c'est le site et la chaîne YouTube. Donc, j'ai une liste privée, une mailing list sur mon site, Investisseur Globetrotter, c'est ce que je conseille. Si vous parlez anglais, dans ce cas-là, il vaut mieux The Wandering Investor, où là, il y a encore plus de contenu. Ok. Et tes Impec. activités, tu peux peut-être nous dire rapidement qu'est-ce que tu proposes si quelqu'un veut s'expatrier? Quel service Voilà, tu donc j'offre proposes? du conseil en internationalisation et diversification. Donc, c'est pour les gens qui veulent vraiment investir à l'étranger, obtenir une deuxième citoyenneté, obtenir une autre résidence, etc. Donc, que ce soit plan A ou plan B. Et aussi, j'ai des analyses de marché immobilier un peu partout dans le monde. Donc, les gens peuvent lire toutes ces analyses. Trop bien. Bah écoute, ça m'a Top. fait très plaisir, hein. Et puis, bah, au plaisir Ouais. de se croiser quelque part dans le monde, hein. On sait pas où, mais Ouais, yes. avec plaisir. Thibaut, À très Michel, hein, bientôt. vraiment, merci pour aujourd'hui. Allez, bye Merci à bye. toi. Bye. Ciao. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode à 3 avec Ladislas, l'invité, et Michel de l'autre côté de l'Atlantique. D'ailleurs, ben, j'ai pas mal bougé là ces derniers temps. Et du coup, ben, jusqu'au mois d'août, où je vais ben, justement aller au Canada pour le voir. Je vais un peu rester dans le coin. Ça va me faire du bien de me poser un petit peu parce que là, j'avais vraiment beaucoup de choses. Je vous rappelle, Académie des gros billets, on va faire un live le 25 juin. Pensez à nous rejoindre. Et au tarif de lancement, après le tarif il augmentera et il repassera plus jamais au tarif de lancement. C'est un peu le but. Les gens qui soutiennent le podcast, merci à vous. Puis bah c'est aussi surtout vos finances que vous soutenez en nous rejoignant. Ben voilà, forcément ils vont être avantagés parce que ben ils me soutiennent depuis le début. Ça fait trop plaisir. Il y a que du contenu qui va se rajouter, rajouter, rajouter. Donc forcément ça a de la valeur et donc le prix il augmentera après le lancement. Donc grosbillet.com. Et on se retrouve dimanche 23 juin à 13h ben, pour les au moins 30 personnes qui ont validé leur participation, plus ceux qui auront validé cette semaine. Je vous souhaite tout le meilleur. Il fait beau enfin hein, pour ce début d'été. Prenez soin de vous, de vos gros billets, de vos proches, un peu tout en même temps. Et on se retrouve la semaine prochaine, très probablement pour un épisode à 4 avec deux anciens du Club Invest qu'on a accompagné, Michel et moi, pour faire des gros billets et qui maintenant en génèrent et qui nous partageront leur expérience. Donc quand on est jeune, qu'on part de zéro plus ou moins, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat? Ce sera l'épisode de la semaine prochaine. Et j'ai complètement oublié de vous dire merci à tous pour les retours sur l'épisode de la semaine dernière avec Adrien Orloff. J'ai eu que des super bons retours. J'étais pas super certain de comment sera reçu l'épisode parce que bah il a un parcours, voilà, au début il a fait des choses plus que border, mais j'ai eu que des bons retours de personnes plus jeunes, plus vieilles, qui avaient 2 fois son âge, même plus. Tout le monde a été super impressionné. Ça, je pense que ça lui a fait plaisir aussi à Adrien. Et moi, j'ai pas souvent des retours quand il y a les invités parce que souvent, bah, les auditeurs de podcast que vous êtes, vous contactez directement l'invité, donc j'ai pas toujours des retours. Là, j'ai eu vraiment beaucoup de retours et que des bons retours. Donc, si vous l'avez pas encore écouté, foncez écouter l'épisode avec Adrien. Il est dingue. Super bon épisode. Et donc, la semaine prochaine, on se retrouvera pour un épisode à 4. À très bientôt. Bye bye.